Hop, santé à tous et à toutes. Mm. Bonjour Marie, bonjour Sarah et bonjour Pablo. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui anime quand même le débat qui anime la gauche depuis, enfin le sujet plus que le débat qui anime la gauche depuis maintenant depuis quelques jours, depuis dimanche, depuis là au moins la fin de la semaine dernière, qui est genre ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens, c'est-à-dire que pour le faire très rapidement, il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui mentionnait donc une main courante déposée par la femme d'Adrien Quatennens, c'est une Quatennens. Et ensuite, s'en est suivi des communiqués de presse, à la fois de la part de Adrien Quatennens, mais aussi de la France Insoumise, indiquant qu'il se mettait en retrait de son poste de coordinateur national de la France Insoumise. Aujourd'hui, il est encore député, enfin, il n'a pas renoncé à son mandat. La France Insoumise fait bloc derrière lui. Il y a eu des tweets polémiques de la part de Jean-Luc Mélenchon. Je dis polémique, à la base, c'était pas censé être polémique, mais Jean-Luc Mélenchon a salué le courage d'Adrien Quatennens dans un premier tweet, ce qui n'a pas manqué en fait de faire parler dans l'environnement de la France Insoumise, notamment les féministes de la France Insoumise qui se sont insurgés contre ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je voulais savoir, vous, ce que vous en pensiez, ce que vous pensiez d'abord de ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens, d'autant qu'il y a eu d'autres histoires. Il y a eu aussi, je dis histoire, le mot est peut-être pas très approprié, mais il y a eu aussi ce qui s'est passé avec Julien Bayou, donc le patron d'Europe Écologie Les Verts, et qui est maintenant aussi député. Il y a aussi avec Thomas Porte, donc un député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui a reçu, pour lequel il y a eu des signalements à la fois au Parti communiste et à la France Insoumise. Voilà. Comment est-ce que vous analysez la situation en ce moment sur les violences sexuelles et sexistes à l'encontre des femmes? Peut-être pas la parole au mec. Allez-y, Marie, vas-y. Ouais, peut-être dire un mot du fait qu'effectivement c'est un sujet majeur. Je pense à la question des violences sexistes et sexuelles, des violences conjugales également, mais plus largement des violences également intrafamiliales, puisque c'est aussi cette semaine qu'un certain nombre de recommandations ont été faites par la Civis sur la question des violences faites aux enfants. Que c'est une problématique éminemment importante parce que y a un certain nombre de féminicides tous les ans qui se comptent en dizaines voire en centaines certaines années, que néanmoins peut-être que les événements qui ont eu lieu là ces quelques derniers jours et qui ont effectivement monopolisé une place importante du débat à gauche et quand même beaucoup au sein des organisations de gauche, peut-être sont pas complètement représentatives de ce qu'est le débat sur la question des violences sexistes et sexuelles et la manière dont on peut les adresser. On en parlera tout à l'heure, mais il est beaucoup question de savoir quelle est la part que doivent prendre les partis politiques et les organisations collectives dans la manière de réguler, de signaler, de prendre en compte, de réguler des comportements qui vont de comportements qu'on peut qualifier de pénalement répréhensibles à des comportements non pénalement répréhensibles et qui pour autant aujourd'hui sont sujets à problématiques. Ça me semble... Je suis pas sûre que les histoires qui aujourd'hui animent notre microcosme rendent complètement justice au débat complet qu'a ouvert MeToo, mais qui préexistait déjà et qui est beaucoup plus large que celui qu'on connaît aujourd'hui et qui pose la question du lien entre le privé des hommes et des femmes politiques et leur rôle politique. Puisque c'est quand même, à mon sens, une partie du fond du débat, en tout cas qui occupe beaucoup le débat actuel sur cette question et qui occulte, à mon sens, une partie du débat sur les outils qu'on peut... D'après toi, on peut avoir un discours, on peut avoir une parole féministe sans pour autant l'être dans son intimité. Tu as l'air de vouloir dissocier l'homme politique de l'homme. C'était pas le sens forcément de ma position, c'était en tout cas de dire sur le débat qu'on mène aujourd'hui, je crois qu'il se porte beaucoup sur cette question-là, sur la question de l'exemplarité entre l'homme ou la femme politique et sa vie privée. Et c'est un débat en soi, c'est un débat important, mais à mon sens moins important que la question de la lutte pour l'égalité, à la fois des droits, mais aussi évidemment face
réduction des inégalités et des violences sexistes et sexuelles, mais que du coup, cette question sur le lien aux politiques, elle me semble importante, mais on en parlait tout à l'heure, il y a quelques jours en préparant. Moi, il me semble que dans l'actualité du moment, on passe collectivement aussi à côté de questions majeures, notamment liées aux questions des droits des femmes, etc., comme c'est le cas en Iran. C'est pas la gauche qui a brillé par ses prises de position sur l'Iran ces derniers jours, parce qu'on est pris par autre chose, sur la question environnementale, sur la question de la guerre en Ukraine, etc. On n'est pas très audible en ce moment. Et effectivement, je pense que la question des violences sexistes et sexuelles, c'est une énorme question, mais qu'on la prend là aujourd'hui un peu par le petit bout de la lorgnette, et je suis pas sûre que c'est rendre complètement justice à la question en elle-même et aux réformes d'ampleur qu'elle doit mener, qui à mon avis dépassent la question des partis politiques. Sarah? Je suis pas tout à fait d'accord, parce que la question qui nous est posée aujourd'hui, en tant qu'organisation politique de gauche, c'est-à-dire qui défendons dans notre projet politique l'égalité entre les femmes et les hommes, et surtout, ce qui est une grande leçon de mai 68 et du MLF, le fait que le privé soit politique, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'affaire privée, au final, intéresse aussi les organisations politiques et les débats publics, est à niveau équivalent avec les combats qu'on porte en dehors, que ce soit pour les femmes dans le monde entier, pour les Iraniennes, pour le respect de nos consoeurs partout dans le monde. Et c'est pas une question sous-jacente, parce qu'au final, ce qu'on attend aussi de l'homme politique, c'est l'exemplarité. Et la politique, avant tout, et c'est ce que disait Mendès France, c'est un code moral. C'est-à-dire qu'on défend un projet politique, donc on se l'applique. D'ailleurs, c'est même Jean-Luc Mélenchon qui, dans L'Heure du peuple, dit qu'au-delà du combat qu'on peut porter, dans le projet politique qu'on écrit, il y a aussi, en fait, un code moral à s'appliquer. Donc, toute la question là qui est posée, c'est la dichotomie qu'on peut parfois avoir entre des responsables politiques, sans jeter l'opprobre sur les personnes qu'on a citées, parce qu'on ne sait jamais en fait ce qui se passe dans les maisons. Et c'est bien pour ça que c'est toujours difficile d'apprécier les faits. J'y reviendrai à l'aune de la vérité, qui est d'ailleurs étayée ou pas par la justice, c'est encore autre chose. Mais il y a une sorte de reproche qui est fait entre eux. Vous êtes des organisations de gauche, vous défendez l'égalité, vous êtes les premiers à porter ces combats dans la société, et au final, quelles sont les, on va dire, les règles que vous appliquez à vous-même? Et c'est vrai que cette question, elle nous remet en cause, parce qu'on voit très bien qu'il y a, au sein des organisations, toutes tendances confondues, des problèmes parfois d'autorégulation, de traitement en interne de ces sujets-là, et on doit les regarder en face. Je pense qu'on ne doit pas les mettre sous le tapis en se disant « oui, mais au final, ce sont des questions relatives par rapport à d'autres combats qu'on porte ». Il faut les regarder en face. Moi, je pense qu'on a quand même évolué sur le sujet, c'est-à-dire que moi, quand j'ai adhéré au Parti Socialiste il y a 12 ans, quand je disais que j'étais féministe, on regardait en me disant mais en fait t'as pas besoin d'être féministe, t'es socialiste, donc bon, il n'y a pas de combat distinct, en fait tout est compris dans le package. Mais en fait on voit bien qu'il y a un besoin de poser cet espace là au sein des organisations de gauche. Donc voilà, comment on fait? Il y a deux choses différentes, il y a l'homme politique, et aujourd'hui c'est ce dont on parle, et après il y a la reconnaissance des faits par la justice. Et moi j'ai un peu évolué sur le sujet, c'est vrai que de par ma profession, je me disais, non, il faut respecter, je suis avocate, effectivement, barreau de Lille, je me disais, il faut respecter la présomption d'innocence, et donc quand il n'y a pas de condamnation reconnue et définitive, on ne peut pas dire que. Sauf qu'on voit très bien que, premièrement, il y a une défaillance d'institutions judiciaires pour traiter ces questions-là, donc on ne peut pas s'en reposer à une institution qui, d'elle-même, dit qu'elle n'a pas les moyens de traiter les demandes, que les plaintes dans les commissariats sont pas, etc. Même si là encore, il y a une amélioration, et par exemple, dans l'affaire qui nous intéresse, maintenant, les signalements des remontées des violences débouchent automatiquement sur des enquêtes et poursuites du parquet, donc ça va mieux, mais le problème est encore celui des moyens qu'on alloue à la justice et aux violences faites aux femmes. Donc il y a une justice qui est défaillante sur ces sujets-là, et on ne peut pas attendre 2-3 ans que les faits parfois se répètent par des personnes qui sont violentes, qui sont des prédateurs, qui sont, voilà, encore une fois, sans parler de personnes en particulier. Et donc j'ai évolué en me disant, certes, c'est la présomption d'innocence, ce qui lie en fait la condamnation de la personne, mais les organisations politiques doivent aller plus loin. Et il faut qu'il y ait des systèmes de mise en retrait, sans aller jusqu'à la démission du mandat, qui je pense n'est pas exigible lorsqu'il n'y a pas de condamnation pénale, mais il faut définir une doctrine. Et c'est vrai que là, on voit très bien qu'on tâtonne. Et nous, la doctrine qu'on essaye de définir au PS, c'est, voilà, la mise en retrait, c'est une chose, il y a une exemplarité, il faut absolument qu'il y ait des commissions de régulation indépendantes, qui puissent permettre aux personnes qui font remonter des alertes de s'exprimer en toute sécurité. Mais au-delà de ça, il y a quand même un respect de la justice tout simplement, et on ne peut pas aller plus loin que ce qui n'a pas été établi. Pablo? Compliqué, hein.
pour aller dans ton sens, Sarah, sur cette question d'exemplarité, en tout cas de mise en cohérence entre les principes qu'on se donne et les actions, ce qui est vrai, c'est que il y a une difficulté qui est posée par le fait que quand on se représente, on veut se présenter comme le débouché du mouvement féministe, on sera d'autant plus jugé sur ce côté-là, sur la capacité à genre vraiment le représenter. Et c'est ça le problème qui est visé. Je pense que c'est pour ça que la déception, je parle moi du point de vue des militants, à l'AFI on a plein de gens qui sont déçus, notamment des réactions publiques, et d'autant plus fortes parce que il y a des attentes. Il y a des endroits dans la société où il n'y a pas d'attente sur ces questions. On l'a bien vu, il y a des candidats qui se sont exprimés sur les femmes pendant la présidentielle de façon terrible, et donc du coup, peut-être que c'est les attentes qui sont moins fortes. Là-dessus, effectivement, les sanctions de l'opinion, en tout cas de notre camp social, seront d'autant plus fortes, ce qui renforce en fait aussi cette question de l'exemplarité. Tu es attendu au tournant, et c'est normal. C'est une exigence, et une exigence d'autant plus, et ça c'est ce que tu disais, d'autant plus fort que pendant des années, le déni, la mise sous le tapis, l'esquive, les excuses ont régné. La difficulté, c'est que, en fait, on passe d'une situation où, d'un côté, il y avait déni total, à une exposition où on n'a pas encore trouvé les mécanismes par lesquels on peut gérer cette question. Et ce qui est inquiétant à tout égard, parce que il faut pouvoir répondre aux victimes, et en même temps, on n'est pas la justice. Donc, est-ce qu'on est en capacité de le faire? Et ensuite, de voir que les réflexes, et souvent les mauvais réflexes, persistent. C'est ça le problème de la communication désastreuse d'un certain nombre de responsables de la France insoumise, à commencer par le plus fameux d'entre eux. C'est le fait que il y a un principe qu'ils devraient respecter, à mon avis, de base, qui est un principe qui n'engage pas non plus énormément, c'est de dire, bien sûr, vous avez des relations personnelles, bien sûr que les hommes peuvent être fautifs. Daniel Obono dit aujourd'hui, ce ne sont aujourd'hui ni des monstres, ni des saints, ni des salauds, ni des héros. Bon, d'accord, mais juste des hommes violents. Voilà, mais c'est des hommes. Les hommes seront violents potentiellement. Ils sont traversés par cette violence. Et du coup, la question, c'est quand vous êtes un responsable politique, vous devez répondre d'abord en tant que responsable politique. Donc, quand tu t'exprimes, la première chose à faire, c'est un soutien aux victimes. Deux, qu'est-ce que l'organisation peut faire? Quels sont les moyens qu'on met à disposition? Et troisièmement, c'est dire les soutiens aux personnes, aux protagonistes sont de l'ordre du privé. Moi, je m'en fous si après il part avec Adrien Quatennens son week-end ou je ne sais quoi. La question, c'est quand il s'exprime au nom de l'organisation, il doit montrer l'exemple, et ce principe-là, c'est ça qui est bafoué. Quand tu disais, il se souvient le courage d'avoir tout pris sur lui, mais enfin, voilà, ça a buzzé parce que c'était mauvais, et il faut le dire. Il faut le dire que c'était une réaction mauvaise. La deuxième, c'est le fait que on veut se dédouaner. Il y a une tension, à mon avis, des organisations qui veulent se dédouaner parce que, comme on se considère comme le fer de lance du camp progressiste, on estime que on a une tolérance à notre égard qui doit être plus grande. Et ça, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur fondamentale, notamment parce que j'ai aucune illusion sur le fait qu'en face, le camp réactionnaire va nous taper 2 fois plus dessus parce que ils veulent faire rendre gorge au mouvement féministe. Le camp réactionnaire, ils étaient dégoûtés quand MeToo a explosé. Ils ont dit c'est de la délation, ils ont eu des comparaisons ignobles, et donc ils vont vouloir faire rendre gorge. Ils vont pousser en disant mais voilà, vous avez donné des leçons à tout le monde, etc. Et donc du coup, encore une fois, c'est encore une meilleure raison pour dire qu'il faut montrer l'exemple, ne rien laisser passer. Parce que s'ils veulent nous enfoncer dans la critique et dans ces polémiques, voilà. Et troisième chose, c'est le fait qu'on est dans une gestion au cas par cas. Et en fait, le problème de cette affaire, c'est en fonction des faits, il y a des faits différents en plus, mais on s'enfonce là-dedans parce que qu'est-ce qui se passe? Une affaire, 2 affaires, 3. Tu sais, erarum humanum est, sed perseverare diabolicum, genre persévérer est diabolique et cruel. Et là, on est dans un problème qui est le cas par cas, c'est le règne de l'arbitraire. Parce que, on ne prend pas les bonnes décisions qui correspondent aux situations, ce qui est quand même le rôle de la justice. On ne peut pas se substituer, mais on pourrait essayer de coller à un raisonnement en disant on ne peut pas traiter toutes les affaires de la même manière. Mais ça n'est pas possible d'être posé comme principe à partir du moment où d'abord on répond pas à l'exigence de justice des victimes. Donc aujourd'hui, on place des repères en disant, et c'est normal, c'est le principe, en politique on place des repères, mais du coup le cas par cas est un problème. Et donc du coup, pour régler cette question, il faut de la procédure. Il y a des statuts publics des organisations politiques. Pourquoi ?
Non, bah, Pas la France Insoumise. parce que c'est une organisation genre... Gazeuse. Gazeuse. Mais c'est que tu parles de processus, Mais mais précisément, mais vous n'avez pas de processus. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a, je sais pas, il y a des textes où tu peux pas, tu vois, genre, tu peux pas tenir des propos, enfin, je sais pas, antisémites, racistes, on a un fonctionnement, bien sûr. Mais, moi aussi, par exemple. et c'est exactement, non, mais c'est exactement ça. C'est normal, et de toute façon, il devrait être culturel. Mais la question, c'est plus de dire, donc, effectivement, il faut des procédures. Ce que tu disais, c'est confiance, parce que les organisations, les commissions, si on n'a pas confiance, c'est un problème. Et deuxièmement, c'est procédure. Encore une fois, il faut des procédures. Tel problème, telle sanction. Et ensuite, on peut poser la question de l'appréciation de la singularité des faits, de l'adaptation. Mais sinon, tant qu'on n'a pas posé le fait qu'il y a des réponses, on ne pourra pas dire il faut juger au cas par cas. Vas-y, Marie. Ouais, juste, bon, quand même, pour revenir sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as présenté tout à l'heure. Juste sur la question de l'importance. C'est pas une importance relative des questions les unes par rapport aux autres, des combats les uns par rapport aux autres. C'est que malgré tout, puisqu'on on en débat régulièrement, notre position collective, stratégique de la gauche et de l'écologie, à mon avis, elle souffre énormément dans cette période où d'autres événements tiennent le haut du pavé, et je pense pour la plupart des Français qui ne sont pas tous passionnés par ces affaires, et que je pense que pendant qu'on est englué dans des difficultés dont on vient d'expliquer pourquoi elles sont légitimes, on n'est pas sur ces sujets-là. Donc je pense que l'une des manières d'y répondre, c'est effectivement d'adopter ce que tu évoquais là, ce dont tu as parlé avant, c'est des procédures. Des procédures, et là on touche la difficulté du sujet. C'est des procédures qui n'ambitionnent pas de se substituer à la justice. Donc je pense que maintenant ça commence à faire, il y a 3 ans de MeToo, 3-4 ans. Donc je pense qu'on pourrait commencer à avoir une réflexion construite sur ces procédures plus abouties que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les cellules d'écoute. Attends, moi j'aimerais juste ajouter 2 choses. La première chose, c'est que vous m'avez beaucoup parlé de l'institution judiciaire, mais tout ce dont on parle, tout ce qui relève du sexisme ne relève pas nécessairement de la justice. Or, pour autant, on peut imaginer que cela doive être traité dans le cadre d'un parti politique. On ne peut pas considérer que une remarque sexiste ou une remarque sexiste répétée, etc., puisse avoir lieu dans le cadre d'un parti politique, et on ne peut pas accepter ça d'une personne, alors même que ça ne relève pas forcément de la justice. 2 petites choses sur, par exemple, ce que tu viens de citer comme exemple, la remarque sexiste répétée, elle relève du pénal. Elle relève du pénal. Donc, après, évidemment, on rencontre la difficulté... Non mais moi j'ai un autre exemple, tu vois. C'est si par exemple, et pour l'avoir vécu en tant que témoin, voire parfois en tant que victime, entre guillemets, c'est le mec en fait qui vient en face de toi et qui te regarde comme ça de façon systématique. Ça relève pas du pénal, sauf si je ne m'abuse, peut-être que l'avocate qui me dira le contraire. Mais ça peut pas relever du pénal. Or, c'est insupportable. C'est insupportable en fait de voir un mec en fait qui vient et il vient regarder dans ton décolleté. Et si par exemple un responsable politique fait systématiquement ça avec ses collègues femmes, ça relève du parti que de le traiter, alors que ça relève pas de la justice. Et c'est pour ça que la question, c'est pas de se substituer à la justice, mais les premiers raisonnements sur pourquoi les organisations doivent faire, c'est que le principe qui est en jeu, c'est la mise en protection des personnes. Et ça, l'organisation, elle doit pouvoir l'assurer. À savoir, en gros, la question qui se posait quand il y a une affaire d'agression sexuelle, de harcèlement, etc., c'est de dire, mais comment on fait dans un cadre où on organise une collectivité pour protéger les individus des actes violents, parce que l'idée qu'il y aura plus jamais d'actes violents ou de comportements dans tout le continuum dans les organisations politiques est une absurdité. Elle va disparaître, c'est une absurdité pour la simple raison que on sait qu'on pose le constat. Les sciences sociales comme les politiques posent le constat que ça traverse toute la société, toutes nos relations, ça nous construit, que ça nous déconstruit, qu'il faut se déconstruire. Donc ça va être très compliqué, c'est très long terme. La question qui est posée, c'est on a une responsabilité parce qu'on organise des cadres collectifs. Dans les organisations qu'on a connues, par exemple, je sais pas, moi quand j'ai été à l'UNEF, la question qui était posée, c'est en fait il s'est passé des trucs horribles dedans et il y a une responsabilité de l'organisation parce que les endroits où les violences se sont exercées sont les cadres collectifs qui ont été pourvus par l'organisation. Donc c'est ça la question, le principe. Après, sur les sanctions autres, etc., effectivement, la justice,
la justice qui a échoué qui doit répondre. C'est ça, moi, je voulais quand même répondre sur 2 autres points. Celui que tu soulèves ne pose pas de difficulté a priori pour être pris en charge dans un cadre collectif si on se dote de procédures, etc. Par contre, il pose la question de la sanction et du niveau de publicité. Publicité qui est importante dans un cadre collectif et politique. Et aujourd'hui, on n'a pas la procédure, donc on n'a ni capacité à évoquer des niveaux de sanctions, ni capacité à établir des niveaux de publicité. Et aujourd'hui, à la question de l'exemplarité dont on doit se doter, on n'est pas capable de la moduler, ou en tout cas d'avoir un discours qui permettrait de la moduler en fonction de la gravité des faits, etc., etc., parce qu'on n'a pas été assez loin aujourd'hui dans notre construction politique sur ces questions-là. Et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, la réaction de soutien, etc., est privée. Oui, mais du coup, difficile à... tu parlais de Jean-Luc Mélenchon, et je m'en fous si Jean-Luc Mélenchon part en week-end avec Adrien Quatennens. Je pourrais être d'accord avec toi, mais c'est difficile à articuler avec la question du privé et politique et du devoir d'exemplarité. Je marque juste que si on n'avance pas, parce que... En fait, on va pas se faire des illusions, genre les relations amicales qui sont forgées entre les individus, et même, je sais pas, tu connais quelqu'un qui a mal agi, peut-être que ces relations humaines vont persister. Il faut pas qu'elles persistent dans le sens de dire je nie qu'il y a un problème et ne pas l'adresser, mais je veux dire, je sais pas, c'est ça qui est difficile, c'est que les relations entre les personnes vont persister. La question, c'est ne pas publiciser, ne pas mettre en avant l'idée que c'est pas grave, ce qui était le problème du tweet. Mais t'avais l'air hyper sceptique depuis tout à l'heure, du coup, je me demande ce que tu pensais. Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on s'exprime en tant que responsable politique, on porte pas sa propre parole. Donc je pense que, et j'en ai aussi des échos, chez Militant de la France Insoumise, il y avait quand même eu un désarroi par rapport à cette première réaction, qui ensuite a été plus ou moins rattrapée, mais qui a fait mouche. Et au final, c'est plus ça que ce qui s'est passé avec le député Quatennens, je pense, qui a choqué, c'est-à-dire une réaction qui n'était pas politique, mais qui relevait de l'ordre du privé. Moi, quand j'ai privé et politique, ça veut dire que on repose la question de la morale, en fait. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a écarté ce sujet en se disant, mais ce qui se passe relève du privé et les organisations portent des combats et c'est ce qui compte et c'est ce qui est visible. Mais au final, moi je pense que fondamentalement, si la gauche veut redevenir aussi majoritaire dans ce pays, c'est qu'il y a une démarche d'élévation à avoir. C'est-à-dire qu'il y a un combat qu'on porte, il y a un projet qu'on porte, mais aussi quelles sont les incarnations de ces projets-là. Et tout le débat sur l'incarnation s'est posé pendant l'élection présidentielle, se posera avec d'autant plus d'importance dans les prochaines années. Et on n'imagine pas, tu parles de faits qui sont dérangeants mais pas répréhensibles par la justice. On n'imagine pas président de la République, boire, être grossier, être vulgaire, machin. Et bien je pense qu'il faut aussi qu'on s'implique ces choses à nous-mêmes. Et il y a aussi une recherche un peu de... pas de moralité, mais d'élévation. C'est-à-dire à un moment, comment on fait en sorte que nos responsables politiques soient crédibles au-delà du projet qu'ils portent. Et c'est vrai que là, dans la période... alors certes, c'est peut-être pas visible de tous, mais ça démobilise quand même la base militante. Bah, et ça, c'est quand même un sujet, parce qu'à un moment, quand on veut tirer une alliance majoritaire et qu'on veut faire des campagnes où on vise la base, il faut que les incarnations qui les portent soient des personnalités crédibles, y compris dans leur manière d'être. Et c'est tout le sujet qui est posé. Alors, le droit, c'est pas la morale s'applique pas, voilà, ça dépend ce qu'on entend par morale, mais je pense que c'est aussi une question de comportement. Et là, ce qui nous est reproché, c'est peut-être des comportements qui n'étaient pas le reflet de ce qu'on veut défendre comme projet politique. Sur la morale. Bah oui, mais justement, en fait, t'as été ambigu, parce que t'as dit, morale, et après t'as dit pas la moralité, et je comprends la difficulté, c'est que pour moi, la morale, c'est pas le sujet. La morale, c'est ce qui est bien et mal, et c'est souvent lié à des vérités révélées. Il y a une façon de penser le monde, des théologies. La question, c'est plus l'éthique, c'est-à-dire une disposition à agir qui correspond en cohérence avec un certain nombre de choix qu'on effectue sur comment se comporter et agir dans le vivant. Et l'éthique collective de la gauche, c'est donc... L'éthique de l'action publique. Tu disais élévation, en tout cas élévation, émancipation. Le mot qui a été celui de la gauche, c'est émancipation. Donc le mouvement féministe, quand il dit effectivement le privé politique, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'émancipation possible tant que, en fait, dans ce qu'on appelle le privé, les relations entre les femmes et les hommes sont marquées par une domination, une violence, etc. On va pas, je vais pas mansplain, genre c'est pas mon rôle. Mais tu vois, et donc du coup, je pense vraiment c'est ça, mais je pense qu'on est d'accord, hein, c'est éthique au sens de on a une réflexion sur le monde. Dans cette réflexion, on fait des choix parce qu'en fait c'est ça, la politique,
c'est en fait la question. Nous, on est tout le temps dans l'opposition, donc on n'a pas cette question de la prise de pouvoir qui force à dire la politique, c'est prendre la direction intellectuelle, économique, sociale et politique de la société. Gramsci dit la direction intellectuelle et morale. C'est marrant parce que mais en tout cas, tu vois, c'est un dire truc qu'on est contre de la gauche. Enfin, je veux dire. Oui. Et vouloir c'est pas la première fois que, c'est pas la première fois que le sujet se pose. c'est donner une direction, diriger le pays, on dit d'ailleurs. Et donc, du coup, le problème qu'on a, c'est que nous, on est dans la position où on n'a pas le pays en règne, mais du coup, on doit se représenter auprès des gens comme ceux qui dirigent. C'est ça qui est le problème. Mais alors, justement, enfin, vous faites tous les trois partie d'organisations politiques, pas moi, et j'avoue, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de gens, pour ceux qui suivent en fait ce qui se passe, tu vois. En fait, au bout d'un moment, on se dit, bon, déjà qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que de toute façon les politiques c'est tous des pourris, c'est tous des traîtres, etc. Si en plus, en fait, on rajoute, là, on est en train de rajouter en fait cette dimension, les hommes de ces formations politiques sont violents avec les femmes, puisque la liste commence à être relativement longue, on se dit, mais en fait, à quoi bon? Et vous pouvez imaginer en fait le découragement que ça peut être pour les militants, pas ceux qui sont cadres, mais pour les militants en général. Aussi, hein, comment? Les cadres aussi. Et les cadres aussi, sûrement. Mais d'abord pour les militants et puis ensuite pour le reste de la société. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est là genre putain, mais en fait, comme disait Jean-Luc Mélenchon, putain, mais qu'ils s'en aillent tous. Mais lui y compris, et tous ces cadres-là, y compris de la France insoumise, c'est-à-dire que c'est plus, j'entendais des gens qui disaient peut-être qu'il faudra à un moment que il y ait une génération de femmes, mais genre entièrement des femmes, uniquement d'ailleurs des femmes, et que ce soit elles en fait qui prennent le pouvoir pendant, je sais pas, une génération, pour que enfin en fait cesse ce type de comportement absolument abject qu'ont les hommes, comme tu l'as dit Pablo, de façon systémique avec les femmes. Et est-ce que ça, vous pouvez l'entendre? Qu'en fait, au bout d'un moment, peut-être que c'est juste aux femmes de prendre le pouvoir. Mais honnêtement, je le dis à la fois naïvement, parce que je sais que ça n'arrivera jamais, et en même temps, je me dis que ce serait peut-être une solution. Tu vois, on fait, genre, pendant une génération, tous les cadres ne sont que des femmes, à la France Insoumise, à la Génération, à Europe Écologie Les Verts, et au Parti Socialiste. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de solution miracle, et le paradoxe que je soulignais tout à l'heure, j'ai pas la prétention de le régler. C'est-à-dire, j'ai pas la prétention de régler la problématique qui lie le fait de se dire le privé est politique, et donc ce que font dans le privé, et pas juste les hommes et les femmes dans leur relation, mais y compris les hommes entre eux, dans leur manière de soutenir ou pas certains comportements, certaines manières d'être, certaines manières de s'organiser, ou les femmes entre elles dans certains comportements, dans certaines manières d'être, dans certaines manières de s'organiser, et le fait qu'on puisse se dire aussi que chacun, même les hommes politiques ou les femmes politiques, ont droit à une intimité. Et je parle évidemment pas du droit de ni être sexiste, ni battre sa femme, ni machin, mais d'avoir son copain Quatennens, en plus d'être son camarade de lutte et élu député pas contre lequel, mais vis-à-vis duquel on va avoir une réaction publique froide, qui peut être aussi son copain Quatennens avec lequel on va boire un coup. Bon, je ne prétends pas régler ce paradoxe. Je souligne juste que plus on rentre dans le privé et dans le devoir d'exemplarité, plus, tant qu'on ne s'est pas doté de l'éthique, des procédures qui sous-tendent l'éthique. Non mais comment ça se fait qu'elles soient pas encore là en fait, ces procédures? Enfin là, comme tu l'as dit, ça fait 4 ans qu'il y a MeToo, tu vois. Au bout d'un moment, on est là, genre en fait, vous attendez quoi en fait pour mettre à plat en fait ces procédures? C'est paradoxal parce que l'histoire de la gifle, ça révèle quand même que les choses vont mieux. Et je m'explique, c'est parce qu'il y a quelques années, une gifle, ça n'aurait fait bouger personne. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une marche des choses qui fait que ces questions-là sont traitées plus sérieusement qu'avant. C'est-à-dire pendant très longtemps, rien de tout ça n'a existé. Après, il y a eu la vague MeToo qui portait plutôt sur les viols, donc dans l'acte criminel le plus abject et horrible qui soit envers une femme. Et maintenant, comme on a réussi, et c'est vrai que les féministes se sont battues pour la reconnaissance de la parole et le fait de croire la parole et de ne pas attendre que cette parole soit reconnue par la justice mais de la croire d'emblée, au final elles ont eu raison parce que ça a ouvert la voie aujourd'hui à la prise en compte de violences qui sont entre guillemets moins graves dans l'échelle des peines et dans ce que ça inflige comme violence physique ou morale, mais qui existent quand même. Et donc c'est quand même le syndrome que ça va mieux, enfin, le signe que ce sont des questions qui avant n'auraient jamais posé problème à personne, qu'un responsable politique gifle ou mette une main aux fesses ou que sais-je. Mais maintenant que c'est sur la table, il faut aller beaucoup plus vite, et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'expertises. Le Haut Conseil à l'égalité, par exemple, a préconisé en 2019 qu'il y ait une autorité administrative indépendante dans ce pays qui suive les personnalités politiques sur ces sujets-là. Dire voilà, après, tout est dans le dosage. On va pas faire un contrôle excessif. Évidemment, il y a aussi, c'est toujours la balance des intérêts. Il y a le respect de la vie privée, il y a le respect de la présomption d'innocence. On est dans une balance des libertés. Mais les solutions, on les a. Ça fait des années qu'on les a rédigées, qu'elles sont dans les rapports, qu'elles sont... Maintenant, c'est comment on les applique et est-ce que nos responsables politiques veulent aller dans ce sens-là. Moi, je pense que parfois, il y a un peu d'hypocrisie aussi. Il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actes sur la mise en place concrète de solutions. Et comment on est capable à la fois de les porter pour nos organisations publiquement, puisque tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la gradation des peines, des sanctions qu'on peut porter au sein d'une organisation, il faut être capable de le porter publiquement quand en même temps on porte un combat féministe radical. C'est pas simple d'expliquer que finalement les gens, on va pas tous les excommunier. Et c'est vraiment, je pense que c'est politiquement difficile à porter. Et après, il y a ce qu'on peut porter aussi pour la société, parce que là aussi, MeToo est passé, etc., mais on est quand même dans une situation dans laquelle on se dit aujourd'hui que notre institution de régulation collective est dépassée par le nombre, par la charge, par les difficultés, ça pour le coup, pour la justice, on a bien listé la liste des difficultés, et qu'on n'est pas capable de répondre au besoin de restaurer cet organe collectif de régulation qui est la base de notre contrat social. Le fait qu'on ait un organe indépendant qui est là pour statuer sur les désaccords, les violences de notre société, c'est la base de notre contrat social. Et aujourd'hui, cette institution, elle est tellement en souffrance qu'en fait, on est en train de créer plein de palliatifs différents. Elle n'est pas qu'en souffrance, si je puis me permettre. Elle est dépassée complètement. Elle est dépassée, mais en même temps, il y a aussi des endroits, il faut parfois peut-être accepter en fait que la justice, sur les questions sur lesquelles on est en train de débattre depuis tout à l'heure, elle ne pourra pas, en fait. La justice, elle peut pas aller jusque dans le lit de la personne quand il y a que deux personnes dans un lit et qu'il y a une personne qui dit elle était consentante et l'autre qui dit non, en fait, j'étais pas consentante. Est-ce que la justice peut aller jusque là? C'est pas sûr. Donc en fait, il va y avoir en fait des zones comme ça qui vont être très compliquées à atteindre. Ouais. Ouais. Il y a plein de trucs dans ce que tu as dit. D'abord, je pense que les exigences de justice ont le droit d'être absolues. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait absolument aucune limite à une exigence de justice. Et c'est ça qui a fait péter la contradiction en plein vol. C'est que pendant tellement d'années, le déni était tellement fort que, en fait, t'as le droit d'être absolu dans l'exigence d'une justice. Par contre, le problème, c'est que juger les avancements qui sont faits avec la même exigence amène dans le mur. Tu dis c'est trop vite, on va pas assez vite et tout, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est parce qu'on n'a pas trouvé encore de solution parfaite, parce qu'on est en difficulté, etc. Donc la question, c'est lutter contre ceux qui freinent. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant les attitudes qui vont dire on va dire que c'est pas si grave. Ça, on peut lutter contre. Et ensuite, mais tu vois, tu peux pas. Il y aura toujours cette contradiction de ça va pas assez vite. Bien sûr que ça va pas assez vite, parce qu'on parle de gens qui tuent, qui violent, etc. Tu disais des crimes, etc. En même temps, comme tu disais aussi, ça va plus vite. Moi, juste sur les 6 derniers mois entre les différentes affaires, le désarroi dont tu parlais des militants, j'ai vu une différence fondamentale entre ce qui s'est passé en juillet et ce qui se passe maintenant. Donc derrière, tout travail. Le social travaille en permanence. Il n'est pas forcément visible, il n'est pas forcément... Mais derrière, tout est travaillé. Et effectivement, ça va pas assez vite. Mais ça, c'est en permanence pour nous. On dit en permanence, il y a une urgence climatique, il y a une urgence d'émancipation partout, et nous, on a l'impression que ça va jamais vite, tu vois. Et les gens, ils disent, putain, mais tout va très vite dans les médias, les trucs, mais dans le fond. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question tout à l'heure, tu disais, il faudrait mettre que des femmes. Moi, je n'ai pas de problème avec ça sur le principe. Mais je dirais que, de toute manière, dans la question de l'émancipation, en général, c'est pas un seul domaine, il y en aura d'autres. Et tu retrouveras, même si c'était que des femmes, d'autres relations de pouvoir s'exercer. Il y a eu un certain nombre de femmes politiques là, qui ont été condamnées pour des faits de harcèlement au travail, harcèlement au travail, etc. Parce que le problème, c'est le pouvoir. Pourquoi les organisations sont touchées? Parce qu'il y a une concentration d'hommes de pouvoir. Alors les deux combos hommes et pouvoir, on sait que genre ça finit mal. Donc et donc du coup, la question de l'exigence de justice, elle doit s'appliquer à dire qu'est-ce qui est possible de faire pour organiser, pour encadrer et pour euphémiser. L'idée, l'euphémisation de la violence, c'est le principe de la construction, mais même de l'État, dans les théories contractualistes, on est là-dedans, hein. On va euphémiser la violence, et donc, voilà, et en même temps, voilà, il y a des violences qu'on n'a jamais reconnues vraiment comme violence, la violence sociale, la violence...
Donc c'est hyper compliqué et c'est pour ça que aussi je me méfierais du discours que tu as tenu sur genre qu'ils s'en a tous à dégoût. Oui, bien sûr qu'il y a un discours qui existe comme ça. Moi je remarque quand même que les gens ont voté à 85% à la présidentielle. Et quand ils identifient des enjeux qui tiennent, il y a des engagements. Que les partis, même dans les partis où la scène politique est éclatée, au sens pas éclatée au sol, au sens je veux dire est vraiment en difficulté, en crise permanente, il y a des dynamiques qui se créent. Regarde en Italie. Les mecs de la Lega, ils sont montés comme ça, ils sont descendus comme ça, mais derrière, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. La politique a horreur du vide, c'est la phrase un peu cliché, mais en fait, c'est vrai. Et donc, il y aura toujours des mouvements, des moments sinueux où, genre, s'exprimons les aspirations. Le problème, c'est qu'effectivement, au moins là où il y a une temporalité qui est mauvaise, c'est que dans les organisations de gauche, on pourra, entre guillemets, pardonner la lenteur à partir du moment où il n'y a pas des fautes comme ont été les fautes de déclaration publique. C'est-à-dire qu'en fait, cette déclaration de « on va minimiser », ça, c'est une erreur. Dire genre « oui, mais nous, on est mieux que la droite parce que la droite, c'est vraiment des... » Ça, c'est pas possible. On peut pas, tu vois, on peut pas se donner des facilités dans cette temporalité. Elle sera lente, elle sera déjà pas inacceptable. Le mot que je cherche, c'est... Elle sera... pas imparfaite. Ouais, elle sera pas satisfaisante. Parce qu'on sait. Mais... à minima, sur les choses où on sait qu'on peut réagir mieux, là, on peut plus se donner d'excuses. Le mot de la fin, Marie, Sarah. C'était plutôt pas mal. Non, mais c'est pas le mot de la fin. Hors de question. Non, par rapport à ce que tu dis, je pense que bon, faut plus de femmes en politique, ça c'est sûr et certain, on est tous d'accord là-dessus, mais que des femmes, au final, ce qui compte, c'est la non-reproduction des codes de la violence en politique. Et il y a des femmes qui reproduisent ces codes-là, parce que ce qu'il faut, c'est surtout changer la manière dont on aborde, et tu l'as très bien dit, l'exercice du pouvoir. Et aujourd'hui, l'exercice du pouvoir, il est abordé sur des codes violents. Et moi, je me suis pas mal documentée cet été sur des cercles de bienveillance en politique qui ont émergé au Canada, au Québec, dans des pays qui réfléchissent un peu plus largement que nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on doit amener de la bienveillance, de la joie, des émotions positives dans le militantisme des organisations. Et c'est vrai que c'est ce qui a manqué, y compris dans les organes jeunesse ou syndicats dont on a plus ou moins fait partie. Et c'est par là que ça va changer. Et je pense que cette lutte-là, elle rend aussi service aux hommes, parce que les hommes enfermés dans les codes du pouvoir, de la violence, sont malheureux. Et je pense qu'il faut aussi faire comprendre que c'est un combat universel. Moi, c'est quelque chose de porte. Je ne crois pas en la non-mixité, sauf pour des cas très précis de prise de parole où effectivement ça peut permettre de prendre la parole et d'être en confiance. Mais c'est un combat qui doit aussi être donné pour et par les hommes, parce qu'au final, ça sert l'ensemble de la société. Parfait. Mot de la fin parfait. Mic drop. Non, tu voulais dire quelque chose, Marie? On dirait nous, on tourne la parole, c'est abusé.